Il est 18h sur FIM FM, première sur l'info. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Maïmouna Sow. Bonsoir, nous sommes le dimanche 8 octobre 2023 à l'Elouma. Un père de famille et 3 de ses enfants sont décédés en l'espace de quelques minutes. Le drame s'est produit ce week-end dans la commune rurale de Manda-Saran. Nous avons joint le directeur préfectoral de la santé de l'Elouma. Il apportera des explications liées à ce drame au cours de cette édition d'information. Le Kenyan Kelvin Kipton a réalisé une belle performance ce dimanche à Chicago lors du marathon. Il est entré dans l'histoire en bouclant les 42,595 km en 2 heures et 35 secondes. Il devient ainsi le premier homme à passer sous la barre des 2 heures et 1 minute. Au Moyen-Orient, durant la nuit de samedi à dimanche, les frappes aériennes de l'armée israélienne se sont poursuivies sur la bande de Gaza. Le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir des deux côtés. Par ailleurs, Mohamed Ansa Diawara est notre invité de l'actualité ce dimanche soir. Le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale répondra aux questions de notre journaliste Mbani Sidibé en fin d'édition. Bienvenue dans ce journal. FIM FM, première sur l'info, le journal. Maïmouna Sow. Bonsoir de nouveau, nous ouvrons ce journal par cette actualité. Nous sommes au mois d'octobre, un mois consacré au cancer du sein. Ça s'appelle Octobre Rose, une campagne qui se tient chaque année pour sensibiliser le grand public au dépistage de cette maladie. C'est un type de cancer présent dans tous les pays. En République de Guinée, il occupe la 2e place après le cancer du col de l'utérus avec 700 nouveaux cas chaque année. Malheureusement, ils sont souvent découverts tardivement. On écoute à ce propos, Dr Mamadou Bobo Souaré, responsable suivi, évaluation au programme national de lutte contre le cancer. Il faut signaler que c'est pas tous les cas qui sont recensés, mais néanmoins, pour le peu de cas que nous avons, nous notons au moins 700 nouveaux cas par an, dont plus de 400 décès pour être précis, ce qui fait que c'est le 2e cancer en termes d'incidence, tous les cancers confondus. Et aussi, vous avez constaté avec moi que c'est un cancer qui tue beaucoup de femmes dans notre pays. Chaque jour, nous perdons 6 femmes de cancer du sein et du col de l'utérus, ce qui est énorme. C'est le fait que ces cancers sont vus le plus souvent tardivement. Les gens attendent parfois très longtemps avant de consulter. Parfois, c'est quand la maladie même elle est là. Et parfois, après avoir traîné dans beaucoup d'endroits, soit à la pharmacopée ou bien dans certaines structures sanitaires même, avant de consulter un spécialiste. Et aussi, c'est lié en partie aussi à l'accessibilité au traitement, parce que le traitement aussi coûte très cher, même si on voit tôt la maladie. Si les moyens ne sont pas là pour traiter, ça complique un peu le tableau. Et pour revoir ces chiffres à la baisse, le programme national de lutte contre le cancer envisage plusieurs activités dans tout le pays au compte de ce mois d'octobre. On écoute à nouveau Dr Mamadou Bobo Souaré. Il était l'invité de FIM Santé samedi. Cette année, le programme national de lutte contre le cancer a prévu une campagne de sensibilisation et de dépistage au niveau de la région de Conakry. Cette campagne va se dérouler sur 9 sites dans les 5 communes de la capitale. Et à côté de cela, il y a un groupe de femmes de la société civile qui va passer dans les marchés, sensibiliser les gens, les appeler à partir vers ces différents sites. Et sur le terrain également, au niveau de ces sites, nous avons réussi à avoir, grâce au partenariat de certains centres d'imagerie, des réductions de coûts pour les mammographies et les scanners. Il y a aussi un accompagnement qui est prévu pour les femmes qui présenteront des lésions précancéreuses du col de l'utérus par exemple. Le traitement se fera sur le champ. Pour celles qui ont des cancers du col ou du cancer du sein, il est prévu de les accompagner vers le fonds de développement social afin qu'elle ait une prise en charge. Nous avons un site pour le moment qui est opérationnel, c'est le centre de dépistage Aminata Souaré qui est à Kaporo, dans la commune de Ratoma. À côté de cela, il y a le CMC Ratoma Dixine, c'est le site de FMG, Fraternité médicale Guinée-Afia. Il y a le CMC de la Minière et il y a à l'intérieur de Donka le centre de cancérologie. Pour la commune de Matam, c'est le CMC Matam. Pour la commune de Matotolo, c'est le centre de santé de Dabompa. Pour la commune de Kaloum, c'est le CMC Bernard Kouchner.
Une foudre a tué 13 bœufs samedi dans la préfecture de Gawal, située dans la région de Boké. Le drame s'est produit plus précisément dans le district de Madina Gileji. Joint ce dimanche par notre rédaction, le maire de Koumbia rapporte que le tonnerre qui s'est abattu sur ce troupeau de bœufs appartient à plusieurs éleveurs. Et l'âge Mamadou Saliou Kaltamba explique comment ce drame est survenu dans cette localité relevant de sa juridiction. On l'écoute. Il y a eu une foudre qui s'est abattue sur un pâturage dans le district de Madina Gileji, secteur Kibundi, plus précisément dans le village de Yanamaya. C'est là où ça s'est déroulé. On a perdu 13 bœufs. Malheureusement, vraiment, je profite de l'occasion pour vraiment demander aux autorités de l'élevage de nous aider parce que c'est récurrent. Ces tonnerres-là endeuillent à chaque moment beaucoup de nos éleveurs. Des fois même, nous arrivons à enregistrer des pertes en vies humaines. Mais bon, c'est récurrent, ça arrive à plusieurs fois. Cette année d'ailleurs, je crois, c'est la première fois qu'on enregistre, mais il arrive des saisons où nous enregistrons au moins 1 ou 2 fois. Donc, je vous dire que c'est récurrent. C'est un phénomène naturel, je dirais, parce que le plus souvent, nous, on a pris ça comme ça quand ça pleut, surtout il y a des périodes où il y a un grondement de tonnerre. C'est des périodes inévitables, à moins que vous ayez des paratonnerres. Le maire de la commune rurale de Koumbia précise que les autorités locales ont apporté un soutien moral aux victimes qui ont perdu leurs bœufs. Et là, Mamadou Saliou Kaltamba invite les autres citoyens à la prudence pendant la tombée des pluies. Il a été joint au téléphone par Amadou Ribari. Mais elles n'ont pas le sentiment de... Comme je vous dis, c'est un phénomène qui est considéré comme étant naturel chez nous. C'est pas la première fois que ça se reproduit. Le plus souvent, quand ça arrive, ils arrivent à sauver certains animaux. On les égorge et on fait venir les vétérinaires pour au moins ne pas perdre la totalité. La seule chose que nous pouvons vraiment les aider chaque fois qu'il y a un tel événement, c'est d'aller sur place et puis les consoler. C'est pour le moment, c'est tout ce que nous avons comme arme. C'est pas un seul éleveur, c'est abattu sur une zone où il y a plusieurs pâturages. Je vous l'annonçais au début de ce journal. À Lelouma, un père de famille et 3 de ses enfants sont décédés en l'espace de quelques minutes. Le drame s'est produit samedi, plus précisément dans la commune de Mandasaran, située dans la région de l'Abbé. La cascade de décès enregistrés dans cette famille suscite interrogation et psychose. Joint ce dimanche par notre rédaction, le directeur préfectoral de la santé de Lelouma a expliqué que le père de famille, Moussa Keita, et ses 3 enfants ont perdu la vie après avoir consommé une bouillie préparée dans le foyer. On écoute Dr Mamadou Pateba. Mais hier, j'étais informé par les collègues de la situation qui se passe à Manda. C'est une famille, un père de famille et ses enfants qui ont consommé une bouillie. Après avoir consommé la bouillie, ils ont développé certains signes, vomissements, douleurs abdominales. J'ai été transporté au centre de santé. Et après, décès, ça n'est suivi. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ils sont 4. Après avoir consommé la bouillie, ils ont développé les signes, des vomissements noirâtres, c'était des indices qu'ils ont trouvés sur le cadavre, quoi. Maintenant, il y a une quantité qui restait. Les agents ont pris ça, ils l'ont mis dans une pratique qu'ils ont envoyé. Vous savez, il y a des services qui sont chargés d'examiner ça. Le directeur préfectoral de la santé de Lelouma confie qu'une équipe sanitaire a été dépêchée au lieu du drame pour des analyses afin de déterminer la véritable cause de décès de ces 4 personnes. Dr Mamadou Patiba ne confirme pas la thèse d'intoxication alimentaire, mais rassure toutefois que les dispositions sont prises par son service pour rendre public les résultats de l'autopsie dans les prochaines heures. Il a été joint au téléphone par Amadou Ribari. L'équipe a eu à prendre une quantité de la bouillie qui restait. Ils sont venus avec, on attend des équipes compétentes, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés d'examiner cette bouillie-là pour essayer de confirmer de quoi il s'agit réellement. On est là, on a pris le devant. On a investigué avec la sécurité. On a joué notre rôle. Dans la suite des choses. Parlons à présent santé dans ce journal. Cette fois-ci, nous mettons un accent sur la conjonctivite qui est une inflammation de la conjonctive, membrane qui recouvre la partie blanche de l'œil à l'intérieur des paupières. Cette maladie est beaucoup plus fréquente dans les ménages ces derniers temps. Selon Dr Moussa Fofana, médecin généraliste, la conjonctivite peut être causée par un virus ou encore une irritation de l'œil. D'après lui, en dehors de toute complication, cette maladie est sans danger pour les yeux. Mahawa et Vassila l'a interrogé.
La conjonctivite est une maladie qui se caractérise par une inflammation de la conjonctive provoquée soit par une infection ou encore par un micro-organisme. Elle peut aussi être liée à une allergie, une exposition à un produit irritant ou d'origine inflammatoire. Dr Moussa Fofana, médecin généraliste, revient sur les symptômes de la maladie. C'est une conjonctivite d'origine bactérienne. Vous avez une sensation d'irritation au niveau de l'œil avec un gonflement des paupières et sécrétion d'une liquide jaunâtre au réveil qui colle l'œil. Cette maladie est beaucoup plus fréquente ces derniers temps dans les ménages en Guinée. Mais qu'est-ce qui explique cela? Ce médecin généraliste répond. Il y a une épidémie de grippe qui peut expliquer la fréquence de la conjonctivite. Et chez nous, on a les habitudes de se serrer la main. Et souvent, quand on serre la main à quelqu'un qui a de la conjonctivite, on va utiliser son mouchoir et se frotter les yeux après. On a toutes les chances d'être contaminé. La conjonctivite peut durer 2 à 5 jours. Le traitement de cette maladie dépend de l'agent causal, comme l'explique Dr Moussa Fofana. Quand c'est d'origine bactérienne, souvent on utilise le sérum physiologique pour le lavage fréquent de l'œil et des antiseptiques. L'usage de les antibiotiques à usage local sous forme de pommade, le plus souvent, n'est pas systématique. Maintenant, quand c'est la conjonctivite d'origine virale, là aussi la contamination est beaucoup plus facile. En dehors des complications liées à la banalisation de cette maladie, elle est sans danger. Si la conjonctivite est d'origine virale, elle peut durer 7 à 10 jours, précise ce médecin. Comme la grippe aviaire, il arrive que la peste aviaire attaque aussi les poules en République de Guinée. C'est ce que nous a appris ce dimanche Amadou Dramé, selon ce vétérinaire de formation, pour éviter que cette maladie continue de faire des ravages dans les fermes avicoles, comme l'a précédemment fait la grippe aviaire dans les zones de Forikaria et de Koya. Il faut nécessairement privilégier des campagnes de vaccination. Il dit avoir un plan à cet effet, mais demande de l'assistance auprès des autorités. Sékou Diataya Kamara l'a interrogé un peu plus tôt ce dimanche au sortir de l'émission La Guinée rurale. Contrairement à la grippe aviaire, on ne parle pas assez de la peste aviaire en Guinée. Pourtant, elle existe dans le pays, révèle le vétérinaire. C'est vrai, elle est partout en Guinée. Elle vient par saison, 2 fois dans l'année, à l'approche de la saison pluvieuse et à la fin. Entre cette peste et la grippe aviaire, il y a une petite nuance, précise Amadou Dramé. Quand vous voyez la volaille seulement tourner autour, faire le rond avant de tomber, dites-vous directement que c'est la peste. Sinon, tous les autres symptômes là, c'est les mêmes. La couleur des fesses, l'odeur, la température du corps, la chute de ponte, la baisse de consommation d'aliments, tout ça ce sont des facteurs. Mais le symptôme spécifique, c'est le tournus. Le technicien se dit convaincu de la dangerosité de cette maladie des volailles. Pour avoir été formé à l'Institut de Dalaba et davantage outillé au Bénin, il veut faire de la prévention de la peste aviaire son cheval de bataille, dit-il. J'ai déjà élaboré mon plan. On commence d'abord par une campagne de sensibilisation et de formation. Ensuite, on vient au niveau de la vaccination. Il faut d'abord sensibiliser les gens sur la maladie parce que beaucoup ne connaissent pas cette maladie. Savoir que cette maladie, elle est la plus dangereuse parmi toutes les maladies des volailles et savoir qu'on peut vraiment la maîtriser. La maîtrise de la maladie passe par des séries de vaccinations. Bien qu'ayant une idée de la manière dont tout cela doit se faire, le vétérinaire ne peut pas lui seul réussir le combat. Il faut que l'État m'accompagne. Parce que moi j'ai la connaissance et l'État a les moyens. Parce que les vaccins coûtent non seulement cher, même si c'est pour une seule préfecture, et ça coûte très cher. À plus forte raison toute la Guinée. Donc il faudrait que le gouvernement s'implique. Parce qu'il faut beaucoup de moyens. Parce qu'il faut former d'abord les gens, acheter les vaccins et tout le matériel qu'il faut. Si ces campagnes de vaccination ne sont pas prises en compte, tout le temps on aura des catastrophes comme celles qui ont été enregistrées récemment dans les zones de Koya et de Forikaria, prévient le vétérinaire. La deuxième session ordinaire du conseil d'administration du Bureau guinéen des droits d'auteur, BGDA, s'est tenue cette semaine à Conakry. Objectif, revenir sur les résolutions prises lors de la première session et se projeter sur les perspectives. La rencontre a eu lieu dans les locaux du BGDA à la Minière. Alkali Daouda Dafé, compte rendu. Il s'agissait de faire le point sur la vérification de la mise en place de la Direction générale des résolutions de la dernière session extraordinaire, l'examen du rapport de la commission de répartition du grand droit entre autres. Au terme de la rencontre, le Conseil s'est félicité notamment de la vulgarisation des résolutions à travers la formation des magistrats. Moussa Fofana, conseiller juridique du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Aujourd'hui, ces lois permettent le Bureau guinéen des droits d'auteur de recouvrir
toutes les perceptions, du moins connaître les scènes de perception des droits et les répartir aux ayants droit. La présentation de la situation du droit perçu du 1er janvier au 30 août 2023, l'examen du compte financier 2022 pour son adoption ont également fait objet de débat. La question relative à la mise en place d'une carte visa pour les auteurs a aussi été évoquée. Michel Théo Lama, directeur général du Bureau guinéen des droits d'auteur. C'était une façon de dématérialiser les paiements, voilà, et pour vraiment faciliter les paiements, pour faciliter aux auteurs vraiment d'être en possession de leurs dû. Voilà pourquoi nous avons essayé de proposer ça en tant que programmeur informaticien pour vraiment le bien-être des auteurs. Et avec cette carte, non seulement c'est pas juste simplement pour le paiement des redevances, mais aussi cette carte incorpore beaucoup plus d'options. Le président du conseil d'administration, lui, se félicite d'avoir pu mettre à disposition des cadres du BGDA d'outils de gestion conformes à la norme pour un travail professionnel. Sekouba Diak Diakité. Nous sommes à un niveau aujourd'hui où il y a aujourd'hui des outils nous permettant de bien fonctionner, qu'il y a aujourd'hui une administration bien cadrée et qu'il y a aujourd'hui un fonctionnement qui doit nous permettre de réussir notre mission, qui est de nous battre pour rendre la vie de nos auteurs, la vie de nos créateurs plus agréable. Le président du conseil d'administration du BGDA a aussi insisté sur le processus de digitalisation et la présentation de la situation des 5% affectés à l'assistance sociale. Je vous l'annonçais dans nos précédents points d'info, rien ne va entre Morlaye Sylla et l'agence managériale qu'il a placée à Arouca, club de première division portugaise. Les responsables de cette agence ont dénoncé samedi la rupture du contrat de management qui lie l'international guinéen à leur agence. Le joueur qui avait confié la gestion de sa carrière pour 2 ans à cette agence n'aurait pas respecté plusieurs clauses financières avant de rompre définitivement le contrat. Le secrétaire général et responsable de la communication de l'agence Moussa Souma revient ici sur les agissements du joueur et de sa famille. Ouais, nous avons un contrat de management avec Morlaye Sylla, un contrat de management de 2 ans. Certaines lignes de contrat, on devrait le trouver un preneur en Europe. Ce qui fut fait, on l'a signé à Arouca, vous avez tous vu comment le joueur est en train de s'émanciper dans ce club. Donc nous, on a fait notre part de boulot. Mais bizarrement, dans un communiqué, sur les communiqués de la presse, on a vu que le joueur a rompu le contrat avant d'arriver à terme. Donc ce qui est sanctionnable juridiquement. Donc je pense que nous aussi, on a constitué nos pools d'avocats pour pouvoir mettre le problème devant la FIFA et sanctionner le joueur conformément aux exigences de la FIFA face à ces réalités. Les problèmes entre les deux parties auraient commencé lorsque le joueur a perçu sa prime de signature de 40 000 € à Arouca et refusé de payer la commission de l'agence qui s'élève à 20 000 €. Face à tous ces manèges, l'agence réclame ses droits et un dédommagement de 500 000 $. Un pool d'avocats a été constitué pour défendre les droits de l'agence devant les juridictions compétentes en la matière. Moussa Souma explique. Il était obligatoire d'organiser cette conférence pour stopper l'hémorragie parce que ce qui nous arrive aujourd'hui par l'intermédiaire de notre client Morlaye Sylla, je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup d'agences, à beaucoup de clubs. Et donc je pense que cette fois-ci, il faut mettre le couteau dans la plaie, il faut aller très vite pour stopper cette hémorragie. Sinon, beaucoup de footballeurs guinéens risqueront de perdre leur carrière. Si tu signes des engagements avec une agence de management, les engagements sont à respecter. Tu signes un contrat de 2 ans, tu n'es pas arrivé à terme, tu rompes le contrat unilatéralement, tu vas signer avec une autre agence. Moi je pense qu'on n'a pas d'autre option. On a déjà mis les documents devant la FIFA. Nos avocats sont en train de travailler là-dessus. Et peut-être dans les prochains jours, dans les prochains mois, vous allez entendre le résultat. Je précise que les propos de Moussa Souma ont été recueillis par notre journaliste Mohamed Benebari. Merci de vous informer chez nous. Il est 18h18 ici à Conakry. Parlons sport, notamment d'athlétisme. C'est un coup de tonnerre à Chicago. Le coureur kenyan Kelvin Kipton s'est emparé du record du monde du marathon en remportant l'épreuve de Chicago en 2h35 minutes 35 secondes plutôt ce dimanche 8 octobre 2023. Au nord des États-Unis, à 23 ans, Kelvin Kipton, favori sur la ligne de départ, efface ainsi le précédent record de son compatriote Eliud Kipchoge, 2h 1 minute 9 secondes à Berlin en 2022 et devient le premier homme à passer sous la barre des 2h et 1 minute alors qu'il ne disputait que son 3e marathon. Je n'étais pas forcément prêt pour ça, mais un record du monde, je suis tellement heureux. Je savais que je battrais ce record un jour, a-t-il confié à l'arrivée ce dimanche.
La présidentielle en Égypte a été avancée du 10 au 12 décembre 2023 et les partisans d'Abdel Fattah al-Sisi sont déjà mobilisés. Le camp présidentiel doit rassurer la population face à la grave crise économique que l'Égypte traverse depuis quelques années avec une inflation à 40%. Abdel Fattah al-Sisi se présente pour un 3e mandat, le dernier autorisé par la Constitution. En 2014 et en 2018, il l'avait emporté avec 96% et 97% des voix face à une opposition quasi inexistante. Pour défendre son bilan, il affirme avoir vaincu le terrorisme et fait du développement du pays une priorité. Au Moyen-Orient, je vous le disais, la nuit de samedi à dimanche, les frappes aériennes de l'armée se sont poursuivies sur la bande de Gaza, d'où les tirs continuaient sur Israël et des combats au sol sont toujours en cours. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités israéliennes ont recensé plus de 600 morts sur son territoire. Près de 2048 blessés ont été évacués vers les hôpitaux selon un bilan du ministère de la Santé. Dans la bande de Gaza, 370 citoyens ont été tués et 2200 autres ont été blessés, a annoncé le ministère de la Santé du territoire palestinien. L'armée israélienne, citée par le quotidien Haaretz, affirme par ailleurs avoir tué plus de 400 militants palestiniens. L'invité de la rédaction, c'est dans un instant. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. La situation des enseignants contractuels est toujours dans l'impasse en République de Guinée. Quelques jours après l'ouverture des classes, la plupart de ces contractuels ont décidé de rester à la maison. Ils comptent manifester la semaine prochaine. La question préoccupe le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Le porte-parole du MEPUAR assure que tout est en train d'être mis en œuvre pour trouver une solution à la revendication de ces contractuels. Mohamed Ansa Diawara est notre invité de l'actu. Il répond aux questions de Mbani Sidibé. Mohamed Ansa Diawara, les classes ont été réouvertes. Sur le terrain, le bilan est assez alarmant dans les écoles publiques. Il n'y a pratiquement pas de cours. Dans les écoles publiques de l'intérieur du pays, c'est les enseignants contractuels qui ont décidé de rester à la maison. Cette situation ne vous préoccupe pas? La situation des contractuels que nous avons est notre problème parce qu'il faut savoir qu'il y a eu contractuels parce que le département l'a voulu en premier et le gouvernement l'a accordé. Évidemment, ça nous préoccupe. Vous savez qu'on a déjà mis une commission tripartite et cette commission tripartite est composée de la coordination des contractuels eux-mêmes, mais également les syndicats. Et le troisième pied, le gouvernement. Et au sortir des réunions qui ont été tenues, des décisions importantes ont été vraiment prises, notamment le concours d'accès qui va être organisé en fin janvier 2024 par la fonction publique et uniquement pour ces contractuels, mais aussi le paiement de leurs arriérés. Et pour votre information, nous n'avons pas de problème parce que nous avons ouvert les classes et les contractuels qui étaient programmés à l'intérieur du pays parce que nous, à chaque instant, les données nous sont remontées, les contractuels étaient en classe. Et c'est vrai qu'il y a menace. Et cette menace-là, nous disons que... Vous parlez de quelle préfecture, monsieur Diawara? Vous dites que les contractuels étaient en classe? Évidemment, à Kankan, il y avait des contractuels qui étaient en classe. C'est en fonction de la programmation. À Kankan, il y en avait. À Zereko, il y en avait. Nous avions eu des remontées. Je m'inscris en faux que les contractuels sont tous restés à la maison. Et c'est de leur droit également. Nous ne leur enlevons pas ce droit-là. Mais ce qui est évident, nous n'avons pas vu cette menace-là mise à exécution, bien qu'il y en a eu. Mais aussi, de l'autre côté, nous sommes en train de nous préparer, je parle du côté gouvernemental, dans les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre, cette paye-là va être faite pour votre information. La proposition qui a été faite à l'issue de la réunion entre la coordination et le département, c'était de payer de façon graduelle. Mais cette proposition a été remise en cause. Les contractuels exigent désormais le paiement intégral de leur arriéré de 9 mois de salaire, mais également de 12 mois de prime. Monsieur Diawara, faute de quoi il menace de déclencher les manifestations dès lundi. De toute façon, dans un comité tripartite, tout se décide là et toutes les décisions qui ont été prises au sein de ce comité, à ma connaissance, sont en train d'être exécutées. Pour ce qui est de la paye totale des arriérés, cela dépendra des autorités. Les contractuels ne sont pas payés par nos départements. C'est le budget
et les finances qui payent les agents de la fonction. Nous sommes derrière les décisions qui ont été prises et ces décisions-là, je crois, vont être respectées. Cette décision s'est payée de façon graduelle. Évidemment. La paye graduelle des arriérés à partir de ce mois d'octobre. En attendant, une menace plane sur vos écoles la semaine prochaine, monsieur Diawara. Le problème qui existe entre les contractuels et l'État, c'est la paye. Et je pense qu'à partir du moment que cette paye est programmée pour nous, la menace est derrière. Monsieur Mohamed Ansa Diawara, merci. Je vous en prie. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Maïmouna Sow. Nous avons fait 24 minutes d'infos ce soir. Mohamed Ali Oubangoura a réalisé le journal de ce dimanche. Merci messieurs. Je remercie également nos techniciens, reporters, correspondants et auditeurs. C'est grâce aux uns et aux autres que nous arrivons à vous informer tous les soirs sur notre antenne. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. FIM FM